Fist come from boredom in my forehead. My cousin in Serbia said there's more dead. And it's even more Caramel, mou. Caramel, caramel, mou. Ce qu'il y a de fascinant avec Jupiter, notre Dieu et maître à tous, c'est la faculté qu'il a de faire prendre des vessies pour des lanternes, de faire baver sur le nouveau monde, alors que tout dans son comportement et ses attitudes sont issus de l'ancien. Morgue, mépris de classe, projet politique profondément inégalitaire, j'en passe et des pires. Et loin d'avoir été le candidat hors système qu'il a abondamment décrit sur tous les plateaux pendant la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron est surtout un enfant, un sale gosse même, issu du sérail. Petit bourgeois provincial, moulé dans le gabarit intellectuel des classes préparatoires et des grandes écoles, il a réussi par cooptation et réseautage à se faire ensuite adouber par tout ce que compte l'hexagone de puissants, a su se faire financer par de généreux donateurs et a su se faire conseiller par la crème des économistes libéraux. Lui qui se voulait hors sol, venu d'ailleurs, c'est les pieds bien calés dans le terreau de ce capitalisme financier libéral, arbitraire et violent qu'il s'appréhende désormais. À ce titre, la composition de sa première équipe ministérielle est assez cocasse et peut même tenir de la provocation. Jugez plutôt. Muriel Pénicaud, ancienne DGRH de Danone, déclarait un patrimoine de 7,5 millions d'euros. Nicolas Hulot, lui, en déclarait 7,2 millions. Françoise Nyssen, éphémère et contestée ministre de la Culture, 4,6 millions. Agnès Buzyn, celle qui voulait en octobre 2017 que l'hôpital public fasse une économie de 1,5 milliard pour résorber le trou de la sécurité sociale, déclare de son côté un patrimoine de 3 millions d'euros. Florence Parly, ministre des Armées, 2 millions d'euros. Nathalie Loiseau, celle-là même qui vient juste de quitter le gouvernement pour prendre la tête de la liste La République en marche pour les prochaines européennes, émarge de son côté à 1,9 million d'euros. Même le Premier ministre est millionnaire, avec un patrimoine estimé à 1,7 million d'euros. Tous ces chiffres sont récupérés dans le livre Macron, le président des ultra-riches du couple de sociologues Michel et Monique Pinson-Charlot. Et comme dirait Macron, un pognon de dingue, un gouvernement de millionnaires, un gouvernement qui fustige par ailleurs la France qui se mobilise pour défendre ses conditions matérielles de vie tous les samedis depuis presque 20 semaines. Ce pays paralysé par l'envie, comme le décrivait en octobre 2017 Jupiter lui-même dans une interview au Spiegel. Qu'est-ce que vous voulez? Cette arrogance affichée, ce mépris revendiqué, cette conscience et ce plaisir de faire partie de la haute, finalement, c'est sans doute ça qu'on appelle le nouveau monde. Salut les filles. C'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 30, réalisé par Jérôme. Dans un instant, Manu Pomar nous dira ce qu'il pense de l'exposition Picasso, actuellement visible au musée des abattoirs, et cela jusqu'au 25 août. Et puis, je recevrai Simon Chouf qui s'apprête à faire sortir un album de ses chansons réarrangées pour un trio à cordes, Simon Chouf, qui sera, soit dit en passant, sur la scène de l'Espace Job le 10 avril prochain avec le Hardcore Trio dans le cadre du festival Les Fous d'Archer. Mais on commence comme d'habitude par la nouveauté de la semaine. Dans la lignée de groupes comme le Hadouk Trio ou Belherbé, la musique du violoncelle Raphaël Sibertin-Blanc et de son Dadef Quartet tisse des liens entre jazz, musique des Balkans et musique d'Asie mineure. Accent ses compositions sur
sur des tourneries aériennes répétitives, ce quartet toulousain développe un répertoire de derviche tourneur, lancinant et hypnotique, écriture épurée, mise en place minimaliste, tout est là pour favoriser l'imaginaire. Cerise sur le gâteau, le son aigrelé et addictif du classique Kemençe, vielle à 3 cordes d'origine turque qui viennent titiller à intervalles réguliers nos oreilles, déjà parties en voyage. Sonnerie numéro 4, extrait du dernier album du Dadef Quartet qui s'appelle Sonnerie. En plus, ils étaient hier soir au taquin, vous les avez ratés, c'est dommage, c'était bien. Sonnerie 4, Dadef Quartet, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon?
Depuis le 15 mars dernier, et cela jusqu'au prochain 25 août, c'est-à-dire presque à la fin des vacances, le musée des abattoirs présente une exposition sur Picasso. Et Manuel Pomar est allé la voir et va nous dire illico presto ce qu'il faut en penser, du moins ce que lui en a pensé. Manuel, c'est à vous. Oui, gracias. Loin de moi l'idée de vous imposer d'en penser quoi que ce soit. En tous les cas, moi j'ai vraiment trouvé que c'était une magnifique exposition. J'ai été très très ému en la visitant. Bon, j'ai des liens très personnels par rapport à ce qui est présenté. Avec Picasso ? Non, avec la Retirada. Parce que cette exposition, évidemment, prend place dans cette année du 80e anniversaire de la Retirada, donc février 1939, entre 450 000 et 500 000 républicains espagnols qui passent les Pyrénées. Et illico sont parqués dans quelques camps de concentration. Dans quelques camps, dont celui de triste mémoire d'Argelès, sur la plage, dans un dénuement total. Et d'ailleurs, l'exposition commence par des témoignages, des traces des camps, à la fois des dessins d'artistes qui ont été internés dans ces camps, et des photographies. Donc, il y a une série d'images du camp d'Argelès de Auguste Chauvin qui sont vraiment des tirages originaux, des tout petits formats noir et blanc, très grisés, où on voit ces baraquements, ces tentes, le sable. On sent, on est au mois de février, pour qui connaît la région, il y a énormément de vent, il y fait très froid. Beaucoup d'humidité. Même si c'est un lieu de villégiature l'été, de vacances et de farniente, bon voilà, l'hiver c'est un endroit très très dur à vivre, surtout que rien n'était prêt à leur arrivée, donc les premiers mois et même la suite ont été énormément douloureux et difficiles. Il y a aussi, on voit quelque chose d'assez beau dans le village d'Elme, qui est tout près entre Perpignan et Argelès. Il y a une infirmière suisse qui avait créé une maternité parce que des enfants sont nés dans les camps. Voilà, ils ont réussi à en sauver beaucoup, je crois. Et voilà, tout le monde sait que notre région, notre belle région d'Occitanie, est irriguée de cette mémoire espagnole et de ce sang espagnol. Alors, avant de parler de l'exposition, justement, ça m'a évidemment tout de suite relié avec ce qui s'est passé récemment à Bobigny, cette rumeur Snapchat comme quoi les Roms enlevaient les enfants et puis cet abassage en règle, ce lynchage en règle. Et je me dis qu'il y a toujours cette espèce de passation d'une haine entre génération et strate d'immigration que je trouve assez paradoxale et douloureuse, comme si pour se faire une place dans la société française, il fallait renier les derniers arrivants pour y faire sa propre place. Et ici aussi, on le sait, si seulement les descendants des républicains espagnols avaient maintenu cet héritage politique, certains le maintiennent, je dis pas ça, mais d'autres ont peut-être été attirés vers d'autres bords que leurs aïeux ont ardemment combattu. Vous voulez parler d'un autre Manuel, par exemple? Oh non, pas que de lui. Malheureusement, il y a pire. Alors, évidemment, au-delà de ces témoignages, donc d'une partie qu'on pourrait nommer documentaire, d'ailleurs, je reviendrai là-dessus parce qu'une artiste pointe peut-être une différence entre les artistes, on va dire, avec un A majuscule, moi je ne crois pas du tout à cette notion-là, et ceux qui sont sur le terrain. Il y a des photographes comme Capa, bon, voilà, qui étaient sur le front et qui ont ramené des témoignages qui ont permis que l'opinion publique s'intéresse à ce conflit. Et comprenne ce qui se passait. Et comprenne ce qui se passait. D'autant plus, bon, pour faire rapidement, 1936, un front populaire est élu en Espagne, donc socialistes, communistes et anarchistes avec le syndicat de la Confédération nationale des travailleurs, la CNT, qui était le syndicat majoritaire avec plus d'1 million d'adhérents, ce qui est quand même impressionnant. Ce qui peut faire rêver certaines centrales syndicales de nos jours. Sûrement. Donc élu
par les urnes, ont très peu de temps pour faire passer leurs réformes sociales, parce que quelques mois plus tard, en juillet 1936, le général Franco et d'autres généraux font ce qu'on appelle un pronunciamento et un coup d'État et tentent de prendre le pouvoir pour... Partant du Maroc pour arriver jusqu'à Madrid. Voilà. Bilan, l'armée... pas entièrement, mais en grande partie, et du côté des franquistes, des séditieux. Et donc, c'est le peuple qui se soulève en armes, des milices, qui défendent la République, et même dans certaines zones, comme l'Aragon, on a affaire à une véritable révolution avec des villages entiers, des zones agraires qui sont communautarisées. Il y a un très beau film d'ailleurs de Ken Loach, Land and Freedom, qui témoigne de cet élan libertaire magnifique. Pour ce qui est de l'art, de la peinture, vous ne serez pas déçus, parce qu'évidemment, c'est une exposition historique, avec tout ce qu'elle peut comporter de documentation, qui est très bien faite, qui permet vraiment de rentrer dans le sujet et de voir comment les artistes se positionnent par rapport à cet événement. Quelques artistes contemporains sont là pour... un peu donner un versant actuel, on va dire, de l'engagement, voire de façon peut-être plus... pas, j'allais dire scolaire, mais c'est pas du tout ça, mais avec un respect profond pour ce tableau emblématique qu'est Guernica. Il y a deux interprétations, deux hommages à Guernica qui sont très très beaux, dont un d'un artiste français, Damien de Roubaix, qui est à l'échelle de Guernica. Guernica est un très grand tableau, il fait 7,77 m par 3,50 m, je crois, qu'il a réinterprété en gravure sur bois ancré. C'est magnifique, on a l'incise du bois, parce que Guernica est un tableau en noir et blanc, en niveau de gris. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête, c'est un tableau cubiste, c'est vraiment... là, Picasso est au top de sa forme, et je crois surtout, et à vif, parce qu'en fait, il a une commande de la République espagnole, parce que à Paris, en 1937, doit se dérouler l'exposition universelle, et avant ce pronunciamento, Picasso a déjà la commande. Il n'est pas habitué à travailler de cette façon-là. Il se demande réellement ce qu'il va pouvoir faire, et survient ce drame horrible qu'est le bombardement de Guernica, qui, je crois, est autour du 20 avril 1937, donc où c'est la Légion Condor. Allemande. Donc, envoyée par Hitler, l'aviation allemande qui bombarde ce village basque et massacre les populations civiles. Et Picasso, en quelques jours, réagit à ce drame. Je crois qu'à peine 2-3 jours après, il a déjà fait la première esquisse du tableau, et en 5 semaines, il achève ce tableau. Et ce qui est magnifique, c'est que lorsqu'il le peint, je crois que c'est à Paris, dans un grenier, donc on a ce tableau immense qui est engoncé au milieu des poutres, presque la toile soulève le toit par sa force, et sa compagne de l'époque, sa maîtresse, Dora Maar, photographie la naissance du tableau. Donc déjà, ces images qui témoignent de l'artiste à l'œuvre, c'est réellement... Et celles-là, elles sont montrées à Toulouse. Oui. Il y a aussi des dessins préparatoires, mais ce sont des facsimilés. Mais par contre, il y a d'autres tableaux de Picasso qui sont de très très beaux tableaux. Donc, un tableau qui est un chat noir en train de dévorer un oiseau. Alors, on peut y voir Franco déchiquetant la République. Voilà, on voit qu'il a fallu qu'il expulse toute cette rage, je pense qu'il avait en lui. Et donc, en 1937, la République fait ce pavillon. Il y a d'autres artistes avec Picasso. Il y a un tableau de Miro, d'ailleurs, qui a disparu. On en a les traces parce que le pavillon a été assez bien documenté. Il y a aussi la fameuse fontaine de Mercure de Calder, qui est un hommage à des mineurs espagnol qui résistait à Franco et qui est aujourd'hui visible à la Fondation Miro à Barcelone. C'est une œuvre très, très surprenante. Donc, vraiment, on a à la fois
d'autres artistes, je vais citer des noms parce que d'ailleurs il y a une artiste que je ne connaissais pas et je m'en veux énormément d'être passé à côté d'elle. Donc c'est la fille d'un artiste qui, lorsque j'étais étudiant aux Beaux-Arts de Toulouse, en allant voir Beaubourg, j'avais vu ce sont des très beaux dessins de femmes en pleurs criantes. Donc c'est un artiste qui s'appelle Julio González qui a fait vraiment... On est dans un certain type d'expressionnisme, mais ça a une force incroyable. Et sa fille, Roberta González, la présente des dessins cubistes, je crois qu'il y a des peintures et des pastels. Elle était amie de Hans Hartung. Il y a aussi des dessins de Hans Hartung. Donc il y a vraiment des chefs-d'œuvre à découvrir. Et ce qui est qui me fait chaud au cœur, c'est de voir ces artistes qui s'engagent, je pense, au-delà de leur travail, corps et âme, pour une cause et pour défendre un peuple qui par les urnes avait acquis sa liberté et qui se l'est vu confisquer jusqu'en 1975, ce qui est quand même quelque chose d'assez fou. D'ailleurs, pour revenir à Guernica, après Paris, Guernica part en tournée. Le tableau a été montré en Angleterre, dans plusieurs villes, Londres, Glasgow. Il est parti en Scandinavie. Ensuite, il a été aux États-Unis, où il a fait ville de la côte Est jusqu'à la côte Ouest. Donc voilà, c'était un témoignage, j'ai presque envie de dire un témoignage vivant des horreurs de la guerre. Et d'ailleurs, dans ce tableau, ce qui est intéressant, c'est que Picasso ne représente ni les franquistes, ni les républicains. On a des corps, on a ce cheval en train d'hurler, on a le taureau, on a une femme avec un enfant mort, et la piété la plus douloureuse qu'il puisse y avoir. Donc c'est un tableau de la douleur, vraiment. C'est un tableau pour la paix. Et ensuite, le tableau est resté au MoMA à New York pendant une 40aine d'années et n'a pu revenir en Espagne comme Picasso l'avait demandé, c'est-à-dire il souhaitait, il appartenait à la République espagnole, mais il ne pouvait revenir en Espagne que lorsqu'il y aurait à nouveau une République espagnole. Il est revenu en 81 et depuis, il est au musée de la Reina Sofia. J'encourage tout le monde d'aller le voir là-bas parce que là-bas, on peut y voir aussi les dessins préparatoires. C'est très bien documenté. Il y a une très belle maquette du pavillon espagnol de la foire universelle, de l'exposition universelle de 37. Il y en a une version de maquette aux abattoirs. Et d'ailleurs, pour finir, j'ai noté 2 phrases. J'ai retenu 2 phrases. Une de Picasso qui est, ouvrez les guillemets, « Non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. » Il me semble aujourd'hui que les peintres nous devrions, je me compte parmi eux, je ne vais pas donner des leçons, on devrait se saisir de cette phrase et éviter de faire que les peintures ne soient que des jolis objets pour collectionneurs et qui mettent en valeur des canapés. Et il y a une autre phrase qui parle beaucoup, d'ailleurs peut-être par rapport à l'introduction que tu as faite à l'émission aujourd'hui. Alors ça, c'est une phrase qui était sur les murs du pavillon espagnol à Paris en 1937, c'est « Est-ce un crime pour un peuple de défendre sa liberté ?» Donc, il faudra y penser peut-être demain pour ceux qui battront le pavé. Puisque demain, c'est samedi. Ou du moins ceux qui les surveilleront. Demain, c'est samedi et c'est dans le jour de Gilets jaunes. En attendant... En tout cas, allez-y. Voilà, exposition vraiment. Picasso, art de guerre, Picasso en résistance, aux abattoirs jusqu'au 25 août. Allons-y. Et puis, le week-end prochain, c'est le premier week-end du mois. Oui, c'est gratuit. Donc, ça sera en plus gratuit, formidable. Sinon, il y a une expo à lieu commun qui s'appelle Des mondes infinis naissés dans les marges, où j'ai invité 3 artistes qui travaillent en fait sur les régions dites périphériques, ces campagnes un peu abandonnées. Donc il y a Nelly Monnier qui interprète ça par la peinture, Eric Tabouchi par la photographie, fait des images de non-lieux, vous savez, ces parkings, ces stations de service en ruine, ce type de choses. Et Romain Lecornu qui
collecte des herbes sauvages près de son atelier en Seine-Saint-Denis. Donc il dit que les plus belles forêts sauvages sont au bord du périphérique et il en fait des totems d'un ésotérisme abstrait très troublant. Donc je vous accueille demain avec plaisir, c'est moi qui fais la permanence. Eh bien voilà, le lieu commun c'est au Faubourg Bonnefoy et puis l'exposition Picasso c'est aux abattoirs. À voir pour la mémoire et pour l'actualité. Tout est dit et puis on se retrouve avec Manuel Pomar dans 3 semaines environ parce qu'il y aura plein d'autres choses à discuter ici. Merci. Merci Manuel, plus tard. Un avion au charbon, une tour dans les flammes, de la fumée danse dans le vide, de la tour en carton, des innocents sans armes, accords perdus s'élancent dans l'immense vide, d'une manche s'envole des colombes aux ailes cassées, poudre aux yeux, un foulard doré, tourbillonne, tourbillonne. D'une manche s'envole des colombes aux ailes cassées, poudre aux yeux, un foulard doré, tourbillonne, tourbillonne. Autour d'une boîte qu'on vient de refermer, des hommes fous se massent devant le jeu du pire. Mais le corps acrobate, sous les lames d'acier, voyant la mort en face, a fait taire les rires. D'une manche s'envole des colombes aux ailes cassées, poudre aux yeux, un foulard doré, tourbillonne, tourbillonne. D'une manche s'envole des colombes aux ailes cassées, poudre aux yeux, un foulard doré, tourbillonne, tourbillonne. Carte, sortilège, rêverie monnayée, des billets pour l'espoir piègent nos vies dociles. Maléfique manège, ce tour a mal tourné, illusion, magie noire, humanité fragile. D'une manche s'envole des colombes aux ailes cassées, poudre aux yeux, un foulard doré, tourbillonne, tourbillonne. D'une manche s'envole des colombes aux ailes cassées, poudre aux yeux, un foulard doré, tourbillonne, tourbillonne. Voilà, on vient d'écouter Simon Chouf avec le Hardcore Trio, extrait de cet album à venir. Simon Chouf qui vous voit reprendre un certain nombre de chansons anciennes que vous avez réarrangées pour trio à cordes. Pourquoi cette idée d'arrangement plutôt que de faire un nouveau disque avec des nouvelles chansons, de s'attaquer à un réarrangement d'anciennes mais avec des cordes ?
Pour la première raison, c'est qu'il n'y avait pas de nouvelles chansons. D'accord. Non, mais c'était aussi... en fait, le projet de départ, c'est de faire se rencontrer justement le hardcore et mes chansons. Et au départ, c'était 3 chansons pour le festival Fou d'Archer, c'était en 2017. Donc quand Eugénie m'a proposé ça, moi je lui ai donné les 2 derniers albums que j'avais fait, puis elle a pioché dedans pour voir les chansons qui lui paraissaient les plus pertinentes à retravailler. Et puis c'était le but de ce groupe-là, c'est de ce projet de Chord, c'était de reprendre de l'existant et de le réarranger. Donc eux, ils avaient fait des trucs de Bach, je crois, des Beatles. Et puis moi, l'idée, c'était de reprendre des chansons déjà existantes et de les faire vivre autrement pour aussi que les gens qui les connaissent, que ça fasse un certain écho. Et donc en fait, effectivement, quand on a fait les 3 chansons, on a eu envie d'en faire plus, et quand on en a fait plus, ça correspondait à la sortie de l'album Volatile, et donc c'était logique de présenter aussi ce répertoire-là réarrangé. Et sauf que le temps que ça aboutisse à un album, on est encore sur ce répertoire-là, et puis ça permet, en fait, je trouve, l'intérêt aussi, c'est de faire revivre des chansons qui avaient une première peau, et de leur donner une nouvelle peau, comme une mue, et de montrer que la chanson, au départ, moi, elle naît en guitare-voix, et puis après, elle a plusieurs vies, quoi. Ouais. Et là, une des vies, c'est largement cordée. 2-3 mots quand même sur le hardcore de trio. On vient de comprendre qu'Eugénie Hirsch était à la base de cette formation, mais dans un trio, il y a 3 musiciens, hormis Eugénie. Et donc, il y a Olivier Samouillan qui fait de l'alto, et Thomas Kretschmar qui fait du violon. Voilà, donc la touche un peu manouche du violon sur certaines de vos morceaux, ça vient aussi de là. Ouais, voilà. Bon, après, c'est justement ce qui est chouette pour moi et pour le projet, je trouve, c'est que on part de quelque chose de très écrit, et le fait que les musiciens viennent aussi de musique improvisée permet de sortir de l'écriture à des moments. Donc on a une approche classique, et puis une liberté jazz, on va dire, une liberté de musique improvisée, et avec des couleurs et des esthétiques qui justement font un peu comme ce que je fais dans mes albums, c'est-à-dire qu'ils vont piocher des influences un peu à droite à gauche, et donc effectivement le swing et le manouche est présent. Et le hardcore de trio qui commence à se produire un peu partout. Vous parliez de Bach, on les avait vus dans Passe ton bac d'abord. Si je me souviens bien, je les ai entrevus du côté de Saint-Pierre-des-Cuisines avec Sandoval il n'y a pas très longtemps. Eugénie Hirsch est avec nous également ce soir, puisque vous avez amené votre violoncelle et vous nous ferez un morceau avec Simone tout à l'heure en fin d'émission. 2 mots sur ce hardcore dont vous êtes, j'allais dire, l'inspiratrice, l'initiatrice et la chef de bande. Oui, je voulais profiter de cette formule qui existe en classique du trio avec un violon, un alto, un violoncelle, pour justement le sortir de son cadre, et avec ces 2 musiciens exceptionnels que sont Thomas et Olivier, qui ont des palettes de jeux incroyables, allant de l'oriental, des musiques des Balkans, au swing manouche, au jazz le plus élaboré. Ça me permet justement de pouvoir jouer sur plein de couleurs. Ça fait partie du projet de ce trio, de se mettre au service comme ça d'artistes, de musiciens différents, pour pouvoir renforcer leur musique, l'amener sur d'autres territoires. Exactement. C'est bien que ce trio existe par lui-même, mais à la base, vraiment, j'ai souvent été sollicitée par les studios d'enregistrement pour avoir justement une section corde qui me ressemblait un peu, c'est-à-dire vraiment avec une base classique, on sait tous lire la musique, mais en plus on sait improviser, et ça c'était une formule qui n'existait pas vraiment dans ce coin, donc on est tout à fait prêt à accompagner qui veut. L'appel est lancé. Bon, on va revenir à Simon Chouf. D'abord, quelque chose qui me turlupine depuis quelque temps. On vous a connu Monsieur Chouf, on vous a continué à vous voir comme Chouf, maintenant c'est Simon Chouf. Ça y est, vous avez trouvé votre identité ? Je l'ai retrouvée. C'est quand même formidable.
il y a toujours le chouf qui Ouais, traîne. il y a toujours le chouf qui traîne. Donc, Simon Chouf, on vous a demandé, comme tous les invités ces derniers temps, de venir accompagner d'une petite playlist de 10 morceaux. Je ne sais pas si on aura le temps de les écouter tous les 10, mais on va toujours commencer par le premier. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, on va essayer de un peu mieux vous connaître et de savoir un peu comment vous en êtes arrivé à faire de la chanson. Premier morceau tout de suite, si Jérôme veut bien nous l'envoyer. Bon, Simon Chouf, je veux pas vous vexer, je vous aime bien, mais quand même. Brassens, je crois que ça doit être la 6e ou la 7e fois que ça commence, la playlist d'un invité ici à Caramel Mousse. C'est quoi ? C'est une conjuration ou c'est vraiment quelqu'un qui imprègne tout le bagage de musicien voulant en faire son métier ? Bon, à mon avis, c'est la réponse 2. Très bien, formidable, voilà. Vous suivez tout. Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut inspirer tant au niveau de l'état d'esprit, tant au niveau de ses textes, au niveau de sa musique, et puis au niveau de la manière dont il a fait carrière, quoi, et dont ses chansons en fait font écho à tout le monde, parce que moi Brassens j'ai découvert avec Fernand déjà 8 ans, et puis donc ça m'a accroché comme un gamin peut être accroché par ce genre de propos. Par quelqu'un qui dit je bande. Voilà, et du coup c'est cette porte d'entrée que j'ai eue avec Brassens, et en fait ce qui est marrant, c'est de voir quand j'ai commencé à m'y intéresser de plus près, en commençant à essayer d'apprendre ses chansons, déjà de voir la palette de chansons, même des chansons qui sont moins connues, que j'ai découvertes, et puis la différente lecture qu'on peut faire quand on a 8 ans, ou quand on en a 15, ou quand on en a 30 ou 40, je pense. Et voilà, et donc... Et puis en fait c'est un super mélodiste, il a écrit 300 chansons, il y en a la semaine dernière j'ai écouté Caramel Mou, vous disiez, avec ce pom 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 pom, mais bastringue pourri, mais en fait c'est hyper, il en a fait 200 comme ça, mais il n'y en a pas une qui se ressemble, et c'est ça qui est fort. Et justement lui, on parlait des réunions avec d'autres musiciens, il a fait un album avec un orchestre de swing, là, le Giants of Jazz, et où justement les chansons prennent une toute autre vie. Paco Ibáñez la chante aussi en espagnol. Ouais. C'est des et c'est des chansons, je pense, qui sont complètement intemporelles, et alors oui, je pense que même dans 40, 50 ans, il y aura encore des gens pour dire que ce gars-là, il les aura marqués d'une manière ou d'une autre. Paco Ibáñez chante en français, on en a parlé avec un de vos amis il y a 3 semaines, Thomas Jiménez. Je n'avais pas écouté ça. Et voilà, donc lui, c'est cette version-là de Brassens qui nous avait amené, celle de Paco Ibáñez. C'est quelque chose qu'on écoutait à la maison régulièrement, ou c'est quelque chose que vous écoutiez sur un poste radio tout seul dans votre chambre ? En fait, c'est quand j'avais 8 ou 9 ans, à Noël, on m'a demandé quel album je voulais qu'on m'offre, et j'hésitais entre Brassens pour Fernand et Pierre Perret pour le Zizi. Et j'avais eu un best-of de Brassens, donc un double album, donc j'ai découvert 40 chansons de Brassens, et celles-là je les écoutais pas mal. Et puis un peu plus tard, quand il y a eu la réédition de l'intégrale là, avec les inédits en CD, mon père l'avait acheté, et là j'ai commencé à tous les creuser, et puis plus tard, quand j'ai ressorti la platine vinyle, j'ai ressorti l'intégrale vinyle de cette collection-là, qui était à ma mère, et là je les écoutais. Donc effectivement c'était plutôt une démarche un peu personnelle, mais ça va être plutôt sur le coup de 15-16 ans que je m'y suis replongé. Très bien, on va passer au deuxième morceau. Voilà, Tête Raide, avec une chanson qui est pas loin des préoccupations dont vous parlez dans les vôtres, justement, ce problème d'identité, de migrants, de refus de voir l'autre, de la peur de l'étranger. En fait, cette chanson, je crois qu'elle est sortie en 2000, et ça a été aussi une des hymnes du mouvement artistique qui avait vu le jour à ce moment-là, qui s'appelait Chaos Social, avec les Têtes Raides, justement, Noir Désir. Et puis ouais, en fait elle a encore toute sa place dans l'actualité, dans la conjoncture du moment. Et
Et puis les Têtes Raides parce que je pense que c'est justement c'est aussi un des groupes qui a fait le pont, on va dire, pour moi entre Brassens et puisque la chanson que j'ai commencé à écouter quand je me suis mis à la guitare, que j'avais 15 ans, en 2000 quoi. Qu'est-ce qu'il écoutait justement, Simon Chouf, à 15 ans? Et bien avant ça j'écoutais, on y viendra tout à l'heure, j'écoutais plutôt le son qui passait à l'époque, quoi. Donc c'était le rap et qui était beaucoup autour des histoires en fait déjà, que ce soit Passy, MC Solar, NTM, IAM, ils racontaient beaucoup des histoires. Et ça c'était au collège. Puis avant ça j'ai écouté des choses plus honteuses. Mais allez, c'est le moment de le dire. Ouais, tous les trucs à la con que les gamins de 11-12 ans écoutaient quoi, à l'époque. Hein. Ça donnait quoi en 95-96? Ça donnait les, comme les ça, boys band. Ah ouais, d'accord. Ces trucs-là, quoi. Ouais, ok. Voilà. Et donc après. Avec les chorés dans la cour de récréation? Ouais, parce qu'il y avait ils faisaient les boys band qui chantaient, il y avait les magazines, il y avait les clips et les séries. Et voilà, et les gars, donc parce qu'ils avaient dû capter que ça durerait pas longtemps, donc ils faisaient une série tous les soirs. Voilà, donc et donc quand j'étais au collège, il y avait cette période de rap comme ça avec D'ici la peste, faites que des trucs un peu drôles, semi-Bugsy, et eux aussi militants, enfin voilà, dans le texte et autour du texte et des mots. Et quand je suis rentré au lycée, en fait j'ai découvert, enfin voilà, il y a des gars dans la classe qui faisaient de la guitare, ça m'a branché, j'ai commencé, et à ce moment-là, j'ai commencé à essayer, enfin très vite la guitare était plus un prétexte pour essayer de chanter, donc j'ai commencé à chanter Mano Solo, Manu Chao, Brassens et les Têtes Raides et donc m'intéressait aussi de fil en aiguille à toutes les mouvances de chansons qui découlaient de cet esprit-là quoi. Début 2000, allez, prochain morceau. Akhenaton, IAM, donc on l'aura compris, c'est des choses qui étaient juste avant le moment où vous avez commencé à gratter votre guitare dans la chambre. Le rap est important pour vous? Ouais, en plus, ça, IAM, je pense que c'est la première scène que j'ai faite. J'ai repris IAM parce qu'on faisait des échanges avec des Allemands et puis à la fin, il fallait faire un spectacle là. Et donc, on était à fond dans l'album L'école du micro d'argent, qu'on connaissait toutes par cœur. Et on avait chanté Petit Frère, en se répartissant les voix pareil, on faisait les shows. J'ai revu la vidéo il n'y a pas longtemps, voilà, on n'avait pas encore mué, donc ça ressemblait à rien. Mais et voilà, et c'est vraiment avec cet album-là où tu chantes devant ton miroir et tu t'éclates, et en plus, et où les mots, les mots sont hyper importants, hyper beaux. Et pareil, même musicalement, il y a 2 ans, je crois, je sais plus, ils ont fait une réunion, une soirée hip-hop symphonique, je crois, au Philharmonique de Paris, et cette chanson-là a été réarrangée pour tout un orchestre symphonique. Et c'est des instruments qui sont super quoi en fait, voilà, et où les mots sont beaux quoi. Le rap, c'est des choses encore que vous écoutez ou plus du tout? Moins. Surtout en fait, il y a une esthétique du moment qui me plaît moins, dans le rap français en tout cas. Vous voulez dire que vous n'êtes pas un accro de Booba? Non. Bon, très bien. Le dites pas trop fort, il paraît qu'en ce moment, il cherche des sparring partners pour s'entraîner à la boxe. Allez, prochain morceau. Mano Negra, Mala Vida, ça aussi, ça fait partie des choses qui vous ont un peu permis de vous lancer dans cette chanson rock festive, militante. Ouais, et puis quand on monte les premiers groupes au lycée, là, on se dit, on découvre tout ça avec un appétit vorace, et puis là, tu te dis que t'es tombé 10 ans ou 15 ans après la bataille, quoi, parce que ça avait l'air d'être une belle époque pour les groupes comme ça. Puisque Pachenka, cet album-là, il date quand même de 86-87. Voilà, c'est ça. Et moi, cet album-là, quand j'ai découvert, donc je suis à la fin du collège, je découvre ça et je trouve la cassette. Et en fait, c'est la claque, quoi. Je l'écoutais en boucle parce que voilà, je commence la guitare, je découvre tout ça et voilà, c'est
c'est la grosse claque. Et puis et du coup après j'ai écouté tout de la mano. Et puis j'ai aussi suivi, j'ai lu le bouquin sur leur périple en Amérique du Sud dans le train. Avec Cargo 92, voilà, le Royal de Luxe. Voilà l'épopée sur le cargo. Enfin voilà, c'était des libertés aussi artistiques. Ça allait au-delà en fait de juste quand on met ça en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde artistique, dans le monde de la musique, de la chanson aussi. On est vraiment sur des trucs on fait des disques, on fait des concerts, des tournées, on essaie. Quand on commence, premier truc que les gars disent, on est vite dans une optique, il faut être intermittent, il faut vivre et en fait, à cette époque-là, moi je le vois avec un recul, je l'ai pas vécu, mais j'avais vraiment cette sensation c'était pas ça la motivation principale, comme la phrase de Picasso, quoi. C'est on est là pour dire ce qu'on a à dire, on est là pour notre musique, notre chanson, elle est là pour porter une parole, pas pour remplir son frigo, quoi. Avant toute chose. Alors après, effectivement, on est tous soumis à, il faut quand même ces contraintes-là, le remplir aussi un peu. Bien sûr, mais il y avait cette espèce de frénésie artistique qui me fascine. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a moins ces projets-là où tout le monde se croise et va se mélanger pour monter un projet faramineux, féerique, et sans se soucier aussi des subs, de tout ça. Enfin voilà. Oui, puisque Cargo 92, dont on vient juste d'un peu effleurer l'existence, c'était ce projet pour fêter le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, dans un cargo qui est parti de Nantes avec dans ses soutes le Royal de Luxe, qui avait organisé tout ce que quelqu'un en Amérique du Sud devait savoir de l'Europe et de la France. Il y avait des petites reproductions de Paris, d'autres villes et tout ça. Et puis il y avait plein d'artistes sur le cargo. Et donc il y avait la Manon Lagra, et ils ont fait le tour de l'Amérique latine. C'est ça, et c'est fou, quoi. Et c'était assez fou. Pour la petite histoire, je vous rappelle que c'était juste après que le Royal de Luxe ait quitté Toulouse, beauté dans le cul par notre jolie mère Dominique Baudis, qui ne supportait pas les artistes un peu à la marge. C'est tendancieux de parler de cul, de jolie mère. Non, ça va. Et alors qu'il y avait Dominique Baudis, alors qu'ils auraient pu partir du canal du Midi pour aller rejoindre Bordeaux. Allez, Simon, Chouf, on continue votre playlist. Arrêtez d'être, s'il vous plaît, un peu acide, ça me ferait plaisir. Zebda, alors ça c'est quoi ? C'est les grands frères, c'est le kiff intégral, c'est ceux qui se disent ah putain finalement ils sont arrivés, on peut y arriver aussi. Zebda en fait ça rejoint un peu tout ce que je disais, c'était la suite dans l'état d'esprit de tous ces groupes alternatifs de la fin des années 80 et de cette mouvance-là. C'était l'idée du texte, c'était à la croisée des chemins entre le hip-hop, la chanson, les musiques latines, et puis voilà, et le côté festif et militant de la musique et des concerts avec un propos, quoi. Comment Simon Chouf, il en arrive à se dire finalement je vais écrire des chansons et je vais essayer de porter un peu mon message? Ouais, je pense qu'au départ c'est un prétexte pour avoir des choses à chanter avec ma guitare et puis faire les cons avec les copains, et puis au fur et à mesure de l'écriture, ça a été pour moi assez douloureux au départ parce que c'est pudique, c'est compliqué. Puis j'étais vraiment confronté à l'idée d'émettre en fait de l'écriture. Pareil, quand j'ai découvert la chanson, les textes de Le Prest, des chanteurs comme Anne Sylvestre et tout, j'ai commencé à chanter des chansons en solo et c'est compliqué d'écrire, on se dit qu'est-ce qu'on a à dire après eux, et donc il faut trouver sa voix, sa porte d'entrée, sa manière son identité, tout en ayant un respect pour ses maîtres, mais sans chercher à les singer, et c'est un peu dur au début, quoi. Et étonnamment, je me souviens
qu'on a pu écouter de Simon Chouf sur scène, c'était à l'époque où c'était Monsieur Chouf. C'était des morceaux très nostalgiques qui parlaient de l'enfance. Ouais, il y avait beaucoup ce truc-là qui est sorti. Et dans la forme, on était plus sur une forme, on va dire, Brassens, parce que j'étais aussi dans une difficulté d'assumer ce propos-là et d'assumer la mise à nu de ce qu'on a à dire. Donc je me cachais derrière des personnages, je racontais des histoires. Ou des souvenirs d'enfance. Voilà, de souvenirs d'enfance. Mais c'est cette période, à 20 ans, effectivement, on a tout un nouvel horizon qui s'ouvre à nous. Et on est très proche finalement de l'enfance, 20 ans. Ouais. À 6 ans avant, on est on est encore au collège. Voilà. Et il y a une accélération folle en fait qui se passe à ce moment-là. Alors je dirais qu'entre 20 et 30 ans, on emmagasine une quantité d'expérience énorme, mais il y a moins cette notion du temps qui passe et du changement d'état, quoi, parce que mon état à 30 ans et à 20 ans est physiquement à peu près le même, enfin, à part l'endurance sur certaines choses. Mais par contre, entre 20 ans et 10 ans, il y a un grand écart terrible. Et puis, voilà, ça remet en cause plein de choses, ça rebat les cartes de... Et donc, ouais, effectivement, dans les premiers textes qui sont sortis, il y avait cette notion, cette ce retour un peu nostalgique à l'enfance, comme si c'était quelqu'un qui se disait finalement je grandis et ce que je viens de vivre, c'était quand même bien. Et c'est vrai que les premiers textes un peu sur l'actualité, un peu sur la rage, un peu sur la description d'un monde qui vrille, elles sont apparues que sur l'Hôtel des Fous et puis le dernier. Et le dernier, on va en écouter tout de suite un extrait puisque Ça va péter fait partie de l'album Volatis, fait partie aussi de l'album que vous allez sortir là avec le trio Hardcore. Eugénie va s'installer avec son violoncelle, Simon est déjà à la guitare, Simon Chouf, Eugénie Hirsch pour un morceau Ça va péter pour Caramel Mou en direct, et juste après on se retrouve pour se dire au revoir et pour poser une dernière question à Simon Chouf. Voilà, c'est à vous, je vous laisse le studio. Je te prends ta place, attends. Ouais. C'est parti. Au nom de qui, au nom de quoi, fascisterie, relent de croix. Car où qu'il se cache, Dieu n'existe pas. Pendu à qui, pendu à quoi? Pantin, pardi, planté, pantois. Si on nous attache, on veut pas rester là. Au-dessus de nos têtes, le ciel gris rayonne sur le toit du monde. Ça va péter, tu l'entends l'orage arriver. Ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup. Ça va. Il y a trop de guerres, de chars d'assaut pour des frontières, ces murs trop hauts. Mais s'en vaut-il la peine pour rire nos caniveaux, les poings en l'air face à l'écho, quand sur la terre crient les corbeaux. Des champs remplis de haine, d'un idéal pas beau. Au-dessus de nos têtes, le ciel gris rayonne sur le toit du monde. Ça va péter, tu l'entends l'orage arriver. Ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup. Ça va. Politicard, politicon, pétrodollar, pipo, pognon.
on cessera d'y croire, on fera trembler leurs pions, devoir, mémoire, révolution, pouvoir, pétard, feu, explosion, l'amnésie de l'histoire, du monde qui tourne en rond, ça va péter, tu l'entends l'orage arriver. Ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup. Ça va, ça va. Ça va péter, tu l'entends l'orage arriver. Ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup. Ça va, ça va. Voilà, c'était donc Simon Chouf à la guitare, Jenny Hurch au violoncelle pour ce morceau Ça va péter que l'on pourra retrouver dans un album qui sortira pour le 10 avril prochain, puisque le 10 avril prochain Simon Chouf et le Hardcore Trio sera à l'espace Job dans le cadre du festival Fou d'Archer et longue vie à ce projet. Simon, c'est déjà presque la fin, on n'aura pas parlé de votre intérêt pour la musique manouche, parce que ça c'est quand même aussi une part un peu importante de votre carrière, de votre univers artistique. C'est vrai que cette musique, c'est quelque chose que vous intégrez énormément dans vos compositions. La présence de Kretschmar sur le hardcore de trio n'y est sans doute pas pour rien. Mais on va peut-être arrêter là l'émission. Eh bien, je pense qu'on va être obligé, mais tant pis, hein, on fera avec. Simplement, vous rappeler juste avant de se quitter que le festival de guitare d'Aucamville continue ce soir avec à fenouiller Zitalica, la nouvelle formation du saxophoniste Laurent Rochelle. Et puis ce soir à l'Impro, il y aura de l'électro-jazz avec Ninxi. Et puis ce soir au Taquin, dans le cadre de la semaine du rock, il y aura un concert de rock au Taquin avec New Titi. Ça c'est du rockcore, de Tracteur, c'est de la world noise. Et puis Orly, c'est de l'indie pop. Voilà, c'est à peu près tout pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Dans 2 secondes, c'est B-Side et We Funk au platine. Salut les filles.